Allons-y. Très bien. Bon, ben, merci. Bonjour d'abord à tous. Je vous salue à nouveau. Et puis tous ceux qui sont là. Et puis à ceux qui ne sont pas aussi présents, mais qui nous écoutent, je vois sur les réseaux. Ben, merci et merci Alia pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter donc, cette conférence concernant les matériaux naturels, comme Alia l'a très bien dit. Donc, je vais vous présenter quelques projets. Donc, principalement, vous verrez des édifices en pierre de taille, mais pas seulement, puisqu'on utilise tous les matériaux naturels, géosourcés ou biosourcés, qui sont la pierre, la terre, le bois, la paille. Alors, bien sûr, la première question qu'on pourrait se poser, mais je crois que l'introduction y a déjà un peu répondu, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ces matériaux? Bon, je crois que vous avez tous conscience des bouleversements climatiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui, effectivement, ces bouleversements sont liés aux importantes émissions de gaz à effet de serre qui transforment le climat. Et nous savons, bien sûr, depuis déjà maintenant un certain temps, que ces émissions sont dues au domaine de la construction qui doit représenter, je crois, de l'ordre de 40% des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il est urgent, quand on dit urgent, vous avez compris l'urgence même qui n'arrive pas à se mettre en place. C'est-à-dire les décisions politiques ne suivent pas vraiment aujourd'hui, mais il est urgent effectivement de diminuer le bilan carbone de nos constructions. Et évidemment, un des postes importants de ce carbone, alors je vais faire passer quelques images. Voilà, ben ça marche. Le bilan, l'un des postes effectivement importants des émissions de carbone, ce sont les matériaux utilisés dans la construction et bien sûr, ceux qui sont le plus émissifs sont les matériaux industriels. Donc, comme on a conscience, et depuis déjà un certain temps, que ces matériaux industriels sont importants pour ces émissions de CO2, nous avons décidé donc de construire avec des matériaux à très bas coût carbone que sont effectivement les matériaux naturels. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est ce que je voudrais tâcher de vous expliquer, c'est qu'en fait, on ne peut pas remplacer un matériau par un autre. C'est-à-dire que les matériaux qu'on utilise habituellement, on va dire les matériaux industriels, supposent une certaine façon de penser l'architecture. Mais quand on commence à utiliser des matériaux naturels, il faut effectivement transformer votre manière de penser la construction. Et c'est ce que je voudrais vous faire comprendre dans cette approche que nous avons donc de ces matériaux et donc des conséquences qu'elle a sur la pensée architecturale, donc sur la manière de faire l'architecture. Donc, malheureusement, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, vous l'apprendrez, c'est que depuis maintenant plus d'un demi-siècle, on sait que notre modèle de développement est condamné sous le risque de voir le climat se transformer profondément. Malheureusement, on a perdu beaucoup de temps parce que les producteurs de matériaux industriels se défendent avec même des arguments souvent mensongers pour nous faire croire qu'en réalité, les transformations climatiques ne seraient pas dues à l'activité de l'homme. Or, de plus en plus aujourd'hui, et tous les spécialistes, et même, je pense, aujourd'hui, une grande partie de la population commence à comprendre qu'effectivement, on est effectivement, je cherche ma souris, pardon, elle est là. Donc, on a ces conséquences, pardon, alors là, je suis en train de faire des bêtises. J'ai deux écrans, alors j'essaye de m'en sortir. Donc, ces décisions, effectivement, ont continué
à nous tromper sur les conséquences de l'utilisation de ces matériaux industriels. Et aujourd'hui, bien sûr, il faut qu'on revienne à cette utilisation des matériaux naturels. Voilà, c'est ce que je voudrais vous expliquer ici. Donc là, je vous ai montré en termes d'introduction ce qui, effectivement, a pu me passionner depuis le début de mon, disons, de mon apprentissage d'architecte, c'est effectivement les architectures vernaculaires. Pour moi, elles sont effectivement une source très importante d'inspiration. Et elles incarnent cette relation harmonieuse des hommes avec leur environnement. Donc, les hommes, quand ils construisent, ils utilisent les ressources qu'ils trouvent dans les lieux dans lesquels ils vivent. Et ces matériaux d'origine naturelle donc, faisaient que ces architectures ne pèsent rien sur le plan carbone. Alors, la question, ça serait, si on peut le dire, bon, est-ce qu'on peut faire du vernaculaire contemporain? Et donc, j'ai cherché assez longtemps à comprendre comment une démarche architecturale pouvait s'inspirer du vernaculaire. Non pas le limiter, non pas de faire du vernaculaire ancien, si je puis dire, mais comment on pourrait refaire aujourd'hui du vernaculaire. Et alors, parce que donc, ces habitations sont contraintes par la matière qu'elles utilisent. On ne peut pas faire n'importe quoi. Pour prendre un exemple, Alia a souligné tout à l'heure que j'avais travaillé dans le MZAB, donc cette région du MZAB, avec André Ravereau, donc cet architecte qui était installé là-bas. Et je me souviens par exemple que les maisons, la construction des maisons, on ne pouvait pas, pour faire des planchers, on ne pouvait pas dépasser des dimensions de l'ordre de 2 mètres, 2 mètres 50, tout simplement parce que les bois qui étaient utilisés étaient des bois de palmiers, et les troncs de palmiers sont des bois extrêmement souples et qui offrent peu de raideur, une bonne résistance, mais peu de raideur. Donc, si on ne veut pas les voir des planchers faire des courbes effrayantes, il faut limiter les portées. Et toute cette capacité qu'ont eu les hommes ensuite à imaginer comment on pouvait faire des espaces d'une certaine importance malgré cette contrainte très très forte, m'a donné l'idée qu'effectivement il y avait dans cette démarche quelque chose qui devait avoir du sens. Et donc, j'ai rencontré un jour un membre de l'Oulipo. Alors, l'Oulipo, c'est une démarche faite par des écrivains, donc un groupe littéraire. L'Oulipo, ça veut dire les ouvroirs de littérature potentielle. Et je ne veux pas rentrer dans le détail de toute leur philosophie, leur démarche, mais grosso modo, ils arrivent à la conclusion que la contrainte est facteur de liberté. C'est-à-dire que si vous êtes contraint, vous devenez libre parce que votre pensée se délivre de l'invention nécessaire à dépasser, disons, à chercher des idées, à chercher, etc. Et que cette contrainte, et on la connaît, par exemple, les haïkus, ces poèmes japonais, d'origine japonaise, et qui doivent obéir à des règles extrêmement strictes, sont d'une inventivité extraordinaire. Parce que donc cette première clé m'a été pour moi assez importante, c'est-à-dire de penser que dans le fond, plus on limiterait en quelque sorte nos possibilités, plus l'inventivité en quelque sorte serait là. Et bien sûr, à ce moment-là, j'ai repensé aussi à un écrivain que j'adore,
et dont on voit ici, si je puis dire, l'évocation, puisqu'ici, ce qu'on voit, c'est Tipaza. Tipaza, donc, c'est au nord de l'Algérie, à l'ouest d'Alger. Et il y a donc cet écrivain, Albert Camus, qui est né en Algérie et qui a écrit ce texte qui, pour moi, a beaucoup de sens par rapport à mon travail. Donc, c'est dans un texte qui s'appelle Nos, Nos Atipaza, et il dit Atipaza, je vois, équivaut à je pense. Et je ne m'obstine pas à nier ce que ma main peut toucher et mes lèvres caresser. Vivre Tipaza, témoigner, et l'œuvre d'art viendra ensuite. Et il y a là une liberté. Donc ce texte, grosso modo, qui signifie que en se soumettant aux lois du réel, aux lois de ce qui existe, c'est une forme en quelque sorte de liberté. Je ne crée pas d'idées abstraites à partir de... Je me contente de ce que je vois, de ce que j'ai, et donc de l'exprimer ensuite m'offre une liberté. Et donc, j'en ai conscience que dans le fond, si je me libère de l'invention des formes, je peux, par une soumission en quelque sorte aux lois de la matière, donc ces formes peuvent et finalement deviennent, et c'est ce que l'architecture vernaculaire peut nous enseigner, c'est que ces formes deviennent indépendantes de vous. C'est-à-dire qu'elles vous sont dictées par les lois de la matière et en quelque sorte, cette façon de se soumettre en quelque sorte serait une liberté. Une liberté effectivement pour l'esprit, mais en même temps aussi une liberté pour ceux qui doivent ou qui peuvent habiter les lieux que vous construisez. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'architecte reste en fait un acteur social et que ce qu'il produit doit être accepté et acceptable par la société dans laquelle il se trouve. Alors, je ne veux pas développer très longuement tout ça parce que ça supposerait bien sûr de répondre à beaucoup de questions. Est-ce que les groupes sociaux existent encore? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde qui est devenu effectivement ouvert et tellement ouvert qu'il n'y a plus de groupes sociaux constitués qui auraient une identité et qui pourraient disons, s'incarner dans un lieu ou dans une architecture donnée. Mais néanmoins, la question reste fondamentale. Et j'ai donc compris un jour en voyant un tas de pierres que ce projet-là, ce que vous voyez, c'est un de mes premiers bâtiments que j'ai fait en pierre. Et c'était un bâtiment que j'ai construit parce que j'avais découvert dans une carrière à proximité des très gros blocs de pierre dont la carrière ne faisait rien, voire qui étaient au rebut. Et j'ai décidé de les utiliser pour construire un bâtiment. Et je n'avais donc que deux possibilités de cette pierre. Soit je la mettais debout, comme on le voit sur l'image, soit je la mettais couchée, comme on le voit dans l'arrière de la photo. Et simplement, avec ces deux opérations, j'ai donc construit un bâtiment et je me suis rendu compte à ce moment-là que ces formes, en quelque sorte, qui m'étaient imposées par cette loi de la matière, bien sûr, puisque la loi, c'est qu'il faut que ça tienne, hein, donc les lois de l'équilibre, me conduisaient à penser une architecture où les dimensions de la lumière, des rythmes, de la matière, des proportions devenaient fondamentales. Et en quelque sorte, me détacher de la forme, puisque vous voyez bien que ces paramètres ne sont pas ceux d'une forme, mais ceux des caractéristiques, effectivement, d'un espace, d'un lieu. Donc, cette dimension-là m'a complètement conquise et j'ai continué donc à faire des projets où ces formes qui, en quelque sorte, devenant détachées de la personnalité du créateur, devenaient en quelque sorte disponibles, appropriables
par les autres. Et ça, c'était pour moi une chose assez fondamentale que j'ai effectivement continué dans la plupart de mes projets à reproduire. Alors, ça m'a remis en mémoire une petite expérience, enfin, ces merveilleux souvenirs d'enfance que chacun peut posséder, mais qui, pour moi, cette expérience, en la repensant, en la revivant, m'a donné aussi d'autres clés. C'est une expérience que j'ai faite avec mon grand-père, parce que mon grand-père, qui était paysan, faisait des paniers, il fabriquait des paniers. Et il les fabriquait, alors on se mettait les jours d'hiver dans l'étable, et auparavant il avait coupé des longues tiges de noisetier. Donc le noisetier, c'est un arbuste qui a des tiges assez droites et flexibles. Et donc avec un couteau très tranchant, il pelait les écorces, il pelait l'écorce et en tirait donc des grandes lanières. Ensuite, l'écorce, la tige, une fois dénudée, écorcée, servait à construire donc la structure du panier. Et ensuite, une fois qu'il avait fait cette structure, il tissait à l'intérieur donc les lanières de l'écorce de noisetier pour en faire un panier. Et donc, j'ai compris, en réfléchissant, qu'en fait, mon grand-père ne créait pas les formes de ses paniers. Il était soumis aux lois de la matière. C'est en quelque sorte la tige du noisetier qui, dans les limites atteintes par sa souplesse, donnait en fait la forme du panier. Et cette soumission aux lois de la matière faisait que ce panier, quelque part, parce qu'il était entièrement issu d'un seul élément, donc le noisetier, en quelque sorte que ce panier naissait d'un noisetier réincarné. Et ça apportait un sens fondamental à cet acte de soumission en quelque sorte à la matière, et cet acte, disons, on pourrait dire presque d'architecture vernaculaire que j'ai vécu dans ma jeune enfance avec mon grand-père, m'a donné une clé en fait pour mon travail. Alors, il en est ainsi de l'architecture sans architecte, en fait, c'est que ces constructions faites de la main des hommes qui se plient aux contraintes de la matière font sens pour l'habiter. Donc la matière se réincarne et donne aux habitants donc l'esprit de leur environnement, et ils peuvent alors investir leur monde et en particulier l'habitat dans lequel ils vivent. Alors je vais vous présenter quelques projets maintenant, puisque vous attendez un peu de savoir si ce que je raconte a du sens. Donc voici une petite maison, déjà une première maison individuelle construite donc à Montélimar. C'est une ville au sud de la France, dans la vallée du Rhône. Donc, c'est une maison extrêmement simple, sobre et frugale, pourrait-on dire, et qui est faite effectivement tout simplement de pierre et de bois. Donc, elle est plantée on voit l'environnement ici, dans un lotissement, c'est la maison qu'on voit tout de suite là derrière le mur, au premier plan. Et cette maison, bien sûr, est dans un lotissement, et donc avec les contraintes que comporte ce lotissement, sachant que dans cet endroit, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau peut monter jusqu'à 1,60 m au-dessus du niveau du sol, et c'est ce qui a imposé qu'on a fait l'habitation à l'étage. Donc, vous voyez la contrainte apportée par le terrain. Et donc cette maison, bien sûr, on a exploité l'idée que le rez-de-chaussée pouvait devenir un lieu d'activité pendant l'été. Donc cette maison est sur une base carrée, et parce que le carré offre le meilleur rapport au volume-surface. Et d'ailleurs, je cite toujours Louis Kahn qui disait, quand il commençait un projet, il commençait toujours par faire un carré.
Alors, je ne sais pas si on va voir sur l'écran, mais sans doute oui, vous voyez se déplacer la main. Donc voilà le tracé de la maison. Donc c'est une base carrée subdivisée donc en 9 parties égales et une extension ici, donc avec un tracé qui permet de définir ce qui sera la terrasse extérieure. Donc cette rigueur du tracé se retrouve bien sûr et est liée très directement à l'idée de rechercher une structure porteuse, une structure de construction qui soit extrêmement économique avec des portées. Bon, la maison fait à peu près 10 mètres par 10 mètres, hein, j'ai oublié de le dire. Et donc les portées ici font à peine plus de 3 mètres et permettent de travailler avec des bois extrêmement simple, une structure simple, donc très économique, parce que c'est une construction qui a été donc construite avec une très très grande économie. Si on pouvait le dire en francs suisses, je crois que ça devrait faire 150 000 francs. Donc c'est un budget qui est extrêmement faible. Donc la maison est organisée simplement, donc avec des chambres ici sur les côtés. Donc c'est l'espace ouvert et l'espace en quelque sorte de jour, et puis les espaces ici fermés, les espaces de nuit avec les chambres. Un ensoleillement donc complètement orienté vers le sud, mais aussi des chambres orientées vers l'est et l'ouest. Un espace visuel, comme on le verra dans les photos, qui est très ouvert parce qu'il exploite, disons, l'hypothèse de la diagonale, et en même temps aussi donc, de permettre la ventilation, les ventilations traversantes, nécessaires et utiles dans le sud de la France. Alors, il faut savoir, donc ça c'est le plan de la maison, on voit un petit peu en détail, donc des murs de pierre de 40 cm d'épaisseur, les chambres ici, et donc un espace intérieur avec un grand séjour cuisine ouvert et qui se prolonge sur le balcon quasiment presque doubler sa surface. Et l'espace du rez-de-chaussée qui, lui, est donc entièrement ouvert et donc permettent pendant l'été de bénéficier de la fraîcheur due à la pierre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un plan de calpinage. Donc c'est un plan qu'on utilise beaucoup dans notre travail. D'ailleurs, c'est une question assez intéressante parce que j'ai dit tout à l'heure que notre travail devait être pensé à la lumière donc de l'utilisation des matériaux naturels, aux contraintes imposées par les matériaux naturels, mais également aussi la pratique de notre métier. C'est-à-dire que soudain, on se rend compte qu'en construisant par exemple en pierre massive, ben, on n'a plus vraiment besoin de plans faits par des ingénieurs, puisque comme on n'utilise pas de béton, donc c'est plutôt l'architecte qui en quelque sorte reconquiert son métier en faisant donc le dessin architectural, mais également aussi donc les plans utiles aux entreprises pour construire. Et donc ces plans de calpinage sont donc issus et très directement liés aux contraintes que nous impose le matériau, les dimensions des pierres, qu'est-ce qu'elles font comme longueur possible, potentielle, leur hauteur, les hauteurs d'assises, donc combien je mets de pierres en assise, etc., etc., comment je mets on verra sur d'autres projets ici, des pierres qui deviennent des corniches aussi souvent. Voilà. Donc toute l'architecture architecturale est donnée par la contrainte de la pierre, donc des différentes dimensions de pierre. Vous voyez les différentes épaisseurs qui sont énoncées ici. Et évidemment, le chantier devient un véritable jeu de construction. On voit la maison ici finie, on voit bien les blocs de pierre, enfin on les devine un peu, ces blocs de pierre assemblés. Et tout ça donne une construction qui est extrêmement rapide, donc rapide, qui permet de coûter moins cher, et surtout parce que, bon, premièrement, c'est un montage à sec, hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'effectivement, les blocs ont déjà leur résistance nominale, donc on n'a pas besoin d'attendre que j'allais dire que
la résistance se fasse pendant ce qu'on appelle la cure. Par exemple, pour le béton, il faut attendre 28 jours avant de mettre en charge de manière définitive un ouvrage en béton. Alors qu'ici, dès que vous avez monté votre pierre, c'est fini, c'est bon, vous pouvez monter la suivante au-dessus, et ainsi de suite. Donc vous montez un édifice extrêmement rapidement grâce à cette faculté de la pierre d'être déjà un élément résistant. C'est un peu la même chose avec la terre. On verra des projets là plus loin que j'ai fait en terre. Alors, bien sûr, pourquoi c'est économique? Ben, vous voyez bien que la pierre, on n'a pas besoin de mettre un enduit dessus, on n'a pas besoin de mettre de peinture, il n'y a pas de protection particulière. La pierre résiste naturellement, j'allais dire, à toutes les conditions climatiques. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, cette maison, voilà, on voit la vue nord-sud ici, donc les éléments latéraux qui sont les éléments donc pour les locaux techniques, on va dire, ou les locaux les salles de bain, toilettes et autres, l'escalier qui sort au centre comme ça d'édifice et qui permet de distribuer la zone jour qui est devant nous et la zone nuit en quelque sorte qui est derrière nous. Donc on a une sorte de disposition centrale. Alors voilà, là on voit dans l'autre sens, hein, on voit donc toujours l'escalier, la vue vers le nord. Un petit poêle à bois qui permet effectivement d'apporter du confort pendant l'hiver, pendant les moments où il fait le plus froid, sachant qu'en général, les moments les plus froids dans cette région, comme d'ailleurs dans toute l'Europe, dans les conditions continentales, c'est qu'il fait beau, il y a du soleil à ce moment-là, donc on capte le soleil sur la grande façade sud qui est derrière nous et qui permet aussi d'emmagasiner la chaleur dans les murs en pierre. Donc, et ça, c'est un point aussi important, c'est que dans notre démarche, on privilégie beaucoup la recherche de l'inertie thermique au détriment de l'isolation. Certes, les planchers, la toiture sont très isolés, puisque c'est par ces voies-là, j'allais dire, ces parois-là que la chaleur rentre, la chaleur ou le froid s'échangent. Donc, sur les murs, c'est un aspect qui est en fait très secondaire. Et cette inertie, comme vous le savez, donc cette capacité de la pierre à accumuler ou la chaleur ou la fraîcheur, va permettre, par un phénomène physique assez simple, en décalant la réémission donc, de cette chaleur ou de cette fraîcheur, permettre d'équilibrer la température à l'intérieur, que ce soit par temps chaud ou par temps froid. Et il se trouve que dans cette maison, les propriétaires ont décidé d'expérimenter une première année sans mettre d'isolant sur les murs. Et alors, curieusement, contrairement à tout ce que les calculs thermiques pouvaient nous dire, eh bien, ils ont obtenu un label de performance énergétique, c'est-à-dire que leurs fournisseurs d'énergie et d'énergie électrique ont considéré que leur maison était absolument extraordinaire et qu'elle atteignait des performances donc dignes d'être récompensées. Voilà, donc c'est assez intéressant de constater comment on peut aussi inverser totalement, changer profondément la manière d'approfondir cette question de l'énergie et du confort. Pardon, j'essaie de changer. Voilà. Donc, toujours cette image. Vous voyez, le système de structure extrêmement simple des planchers faits avec j'allais dire presque des planches de bois, toutes simples, enfin des poutres très légères qui permettent donc d'obtenir une maison dont on imagine bien qu'elle est très saine, puisque les bois qui sont du Douglas ne sont absolument pas traités et la pierre non plus. Donc on a un espace très sain. Donc je vais vous montrer, alors ça c'était une maison individuelle, vous me direz c'est assez facile de faire une petite maison individuelle, mais pardon, je vois je suis allé trop vite.
je vais vous parler d'un autre projet ici, qui est un immeuble donc, qui est situé à Lyon, dans le quartier de Caluire. Et l'histoire, c'est qu'un jour, un menuisier est venu me voir et pour me demander de lui construire un immeuble qui soit en quelque sorte dédié à la menuiserie. Et on va faire, donc vous voyez l'immeuble est en bas d'une pente, le Rhône est sur notre droite, donc le Rhône n'est pas très loin de nous, puisque là même le bâtiment qu'on voit, le bâtiment gris qu'on voit sur la droite de l'image, est en fait l'ancienne usine de pompage des eaux de la ville de Lyon, donc maintenant qui ne fonctionne plus bien sûr compte tenu de l'urbanisation. Et cette usine, effectivement, est sur les bords du Rhône, donc qui est juste derrière nous. Donc, il voulait faire un immeuble qui rassemble toutes les activités liées à la menuiserie. Un rez-de-chaussée, on voit ici, enfin, on devine sur ce dessin, une menuiserie, un Fab Lab, comme on dit, donc il veut accueillir effectivement des jeunes entreprises de menuiserie, au-dessus des bureaux liés directement au Fab Lab, et puis ensuite 3 niveaux de logement au-dessus, dont un niveau, deux derniers niveaux en duplex, donc dans son intention était d'accueillir effectivement les activités autour de la menuiserie. Alors, donc cet édifice est entièrement en pierre de taille, porteuse, et comme d'ailleurs dans la maison qu'on a vue auparavant, il n'y a strictement aucun élément de renfort vertical en acier, en béton, tout ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est vraiment un empilement de blocs les uns sur les autres, donc qui ne tiennent que par la vertu de leur poids. Donc c'est le poids qui fait la stabilité d'un édifice. Alors vous me direz que j'ai rien inventé, hein, puisque depuis la nuit des temps, on construit des bâtiments en pierre massive, et donc ils tiennent tous exactement de la même façon, effectivement, par la vertu du poids. Donc si vous voulez, ce bâtiment donc, est entièrement en pierre massive et ne se soumet qu'aux lois du poids des pierres qui me permettent de dessiner le bâtiment. Alors, sans rentrer dans trop de détails, mais comme vous pouvez le voir légèrement, on a 2 pierres différentes, hein, puisque la limite se trouve là, qui sont liées au fait qu'à sur les 2 premiers niveaux, on a des efforts assez logiquement supérieurs aux niveaux qui sont au-dessus. Donc, on peut utiliser des pierres de qualité différente. C'est absolument le principe qu'on trouve dans toutes les architectures de construction en pierre, où les parties du rez-de-chaussée, voire du soubassement même, ont des pierres qui sont beaucoup plus dures et qui deviennent donc de plus en plus légères au fur et à mesure qu'on monte dans l'édifice. Pardon, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de faire des bêtises. Voilà. Donc, c'est un bâtiment donc, qui a un rythme extrêmement simple, comme vous le voyez, qui est contraint, comme on l'a vu déjà dans la maison auparavant, par la dimension des pierres. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux tailler comme pierre à la taille maximale, donc qu'est-ce que je peux imaginer, qu'est-ce que je peux penser, qu'est-ce que je dois, effectivement, à quelles contraintes fortes je dois me soumettre. Et c'est donc cette contrainte qui permet d'avoir ce rythme, ces proportions, ces matières qui deviennent la clé en fait, de la qualité de l'édifice. Mais en même temps, enfin, ce qui est intéressant, alors là, ici, on voit encore des coupes hein, sur le projet, les calpinages, comme on appelle, donc, et une des particularités, c'est comme on a des superpositions de fonctions à tous les niveaux, eh bien, il fallait obtenir, et on le voit un peu sur ce dessin, des franchissements plus importants sur les rez-de-chaussée. Donc ça, c'est une axonométrie vue par-dessous, dont vous devez avoir l'habitude, bien sûr, surtout si vous lisez
cet ouvrage remarquable que je vous conseille de l'histoire de l'architecture de Choisy, d'Auguste Choisy, et qui révèle toujours, qui arrive à faire le plan, la façade et la coupe sur un même dessin. Donc, cette vue par-dessous permet bien sûr de voir le plan ici et de comprendre comment les rez-de-chaussée, les deux parties donc, des premiers niveaux, supportent donc les murs qui sont situés à l'étage et les supportent sur des franchissements en arc. Alors là aussi, bien sûr, on va voir un peu les arcs là ici, mais c'est une construction, comme vous le voyez, c'est toujours une construction très simple, très facile. Donc on empile les blocs, on les amène par camion. Les blocs sont bien sûr découpés à l'avance, hein, c'est-à-dire que c'est la vertu d'ailleurs du calpinage qui permet à la carrière de tailler les blocs à la bonne dimension, de les livrer dans l'ordre. Et ensuite, on les monte comme un jeu de Lego, si je puis dire. Et alors, j'ai toujours été époustouflé chaque fois que je montre un arc, parce que les gens sont toujours stupéfaits de ce qu'un arc peut recéler de facilité de construction. C'est-à-dire que je fais souvent l'expérience, parce que j'ai enseigné pendant assez longtemps, et j'ai souvent fait l'expérience avec mes étudiants de leur faire monter un arc. Et ils en sont absolument, ils en restent, j'allais dire, quasiment incrédules pour faire un franchissement aussi facilement, aussi rapidement, parce qu'une fois que vous avez taillé vos blocs, ce qui ici bien sûr ils sont un peu sophistiqués, mais on peut les faire beaucoup plus simples. On découpe tous les voussoirs, on le fait même souvent à la main avec une scie voilà, toute simple, hein, sans instrument, sans rien. On fait un petit bout de support en bois pour pouvoir tenir les pierres le temps de démonter. On met la clé, hop, on enlève l'échafaudage et tac, ça tient. Et ils sont absolument stupéfaits parce que on leur avait toujours expliqué que faire une construction de cette nature, c'était quelque chose qui est compliqué. Il faut faire un coffrage, il faut préparer du béton, il faut mettre des aciers, enfin bref. Donc, il y a toujours ce temps de stupéfaction pour comprendre qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple, d'extrêmement facile, et qu'on a d'ailleurs utilisé depuis la nuit des temps ce genre de structure. Donc là, on est dans l'espace de la menuiserie. Donc voilà, un espace qui doit rester relativement ouvert. Ici, on est dans les bureaux, donc vous voyez les arcs en pierre dans les bureaux. Donc tout ça est bien sûr extrêmement simple. Là, ici, on est du côté court, donc là, l'édifice est distribué par un escalier qu'on devine, en fait, on ne voit pas sur la photo, mais il y a un escalier ici qui permet d'atteindre tous les étages. Et donc, on distribue par des coursives. Celle-ci est à ciel ouvert, celle-ci est fermée, oui, couverte au-dessus, puisque l'immeuble, en fait, se décale au fur et à mesure qu'il monte pour préserver, en fait, l'ensoleillement d'un immeuble qui est juste sur la gauche, là. Donc, voilà. Alors, bien sûr, cette matière, en quelque sorte, et pour paraphraser, dire une phrase d'un architecte célèbre, en fait, cet assemblage savant, précis et rigoureux des blocs de pierre assemblés sur la lumière, en fait, je dis qu'il n'a besoin de personne pour y trouver effectivement son harmonie, son rythme, sa lumière et l'expression de la matière. Donc, vous voyez que la soumission à l'ordre des matériaux naturels peut effectivement vous permettre d'acquérir une liberté. Et ça, bien sûr, m'a conduit à donc, le fait d'être libre, en quelque sorte, de subir la contrainte que m'impose la pierre,
fait que je n'ai pas besoin tous les matins de me dire oh là là, qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui comme nouvelle forme pour satisfaire un client ou alors essayer d'être différent des autres. Justement, la contrainte est formidable parce que vous êtes exactement le même régime que tous et ça vous donne une sorte de liberté. Et cette liberté, j'ai compris à un moment donné qu'elle allait et qu'elle m'a libéré ce qu'on appelle du devoir de modernité. Parce que, et je reprends cette phrase de Roland Barthes qui disait, tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque dans le fond, j'ai plus à m'encombrer de savoir si je suis moderne ou pas, si je suis d'hier ou d'aujourd'hui, si je suis archaïque ou contemporain. Tout ça m'est indifférent. Et c'est ça la formidable liberté qu'on peut acquérir en se soumettant aux lois de la matière. Et bien sûr, je n'ai plus, comme pour reprendre cette phrase de Camus, je n'ai plus à nier ce que ma main peut toucher, mes lèvres caresser. Il y a là une liberté. Et il faut bien penser que ça, mais peut-être qu'on ne va pas en débattre, enfin j'en sais rien, c'est la question de la modernité qui, à mon avis, enfin, pose la question, parce que la modernité, dans le fond, n'est qu'un mythe qui est nécessaire à la survie du système capitaliste. Car ce système, on le sait bien, doit en permanence renouveler sa production pour rendre la précédente donc obsolète, et on va imaginer et inventer comme ça sans arrêt des nouvelles formes pour faire vendre, mais qu'a-t-on besoin de cela? Donc c'est pour ça que être dégagé de la modernité, c'est formidable. Alors, je vais vous parler d'un projet là ici, maintenant en Suisse, donc à Plan-les-Ouates, donc, qui est une commune qui est dans la périphérie de Genève, donc sur le canton de Genève. Donc on est là, bien sûr, comme vous le savez, vous qui êtes suisse, donc entre le Salève et puis les monts du Jura. Donc, Plan-les-Ouates est une commune qui touche la frontière française. Et donc, on avait à construire ici. Donc, il faut savoir que le canton de Genève, depuis un certain nombre d'années, a une politique d'encouragement sur les communes pour qu'elles construisent beaucoup de logements, puisque les logements de Genève-Centre étaient devenus à des prix inabordables, compte tenu de beaucoup d'institutions internationales qui sont sur la ville de Genève. Et donc, ça, ici, on est dans une des opérations qui a été donc promue par la commune de Plan-les-Ouates, qui est d'environ 600 logements. Donc, vous voyez, c'est quand même des morceaux assez importants. Et on a donc gagné ce concours de la construction de deux bâtiments en fait, qui sont faits, chacun et son double. Il y a deux immeubles de logement à chaque fois dedans, donc il y a 4 immeubles en quelque sorte, mais en 2 bâtiments, comme on le voit ici, avec des hauteurs différentes. Il y a 65 logements au total, et ces logements sont organisés, enfin, nous étaient contraints pour être sur une base carrée. Donc, vous voyez, là, on n'a même pas eu à inventer le carré, on nous l'a imposé. Donc, ces carrés font, donc on voit une axonométrie ici de l'organisation d'un logement, sur le principe d'organisation d'un logement. Donc, ce carré fait 20 mètres par 20 mètres, et il est constitué en fait de 3 couronnes successives, on le voit ici sur le plan. Première couronne donc, qui touchent les façades extérieures, donc tous les espaces de vie, donc chambre, séjour, cuisine. Une deuxième couronne intérieure qui sont tous les espaces de service,
donc les sanitaires, salles de bain, et les entrées aussi, qui sont situées en général aux angles ici, et bien sûr l'espace central, qui est l'espace de distribution verticale et bien sûr horizontale des logements. Donc, comme on le voit sur cette axonométrie décomposée, on voit bien la couronne extérieure, enfin voilà, la façade extérieure, la façade intérieure ici à nouveau et l'espace pour la couronne intérieure donc de la distribution. Ces trois couronnes, comme on le voit bien, donc il s'agit ici d'un des deux bâtiments avec donc deux immeubles, donc avec deux montées d'escalier ici, donc de desserte intérieure. Et on voit bien ici, donc c'est une image donc, issue des travaux qu'on fait en 3 dimensions, où chaque bloc de pierre est dessiné, paramétré, et va faire l'objet effectivement d'un descriptif. Donc, vous avez des cahiers entiers qui vous donnent toutes les pierres qui constituent donc l'édifice. Ici, je crois qu'il y en a de l'ordre de 6000. Il y a 6000 pierres donc, qui sont ensuite transmises à la carrière directement. Et le retour donc, des pierres est monté par le maçon pour les empiler les unes sur les autres. Et encore une fois, comme sur l'immeuble de Lyon, aucun élément de renforcement vertical en acier ou en béton. Les pierres sont vraiment, comme on le voit sur cette image, empilées les unes sur les autres et c'est tout. Donc, c'est intéressant de se poser la question, de se dire pourquoi est-ce qu'on fait des immeubles aussi compliqués alors que c'est tellement simple de poser des pierres les unes sur les autres et que ça ne coûte rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de voilà, la construction en cours. Donc, vous voyez, les blocs sont posés les uns sur les autres, blocs de pierre, et qui arrivent donc sur le chantier. Je le dis souvent aussi, un chantier en pierre de taille, c'est toujours un chantier très agréable parce qu'il est relativement propre et silencieux. Donc, on a juste des grues qui fonctionnent, qui ne sont pas très bruyantes en général et qui permettent de poser les blocs de façon très simple grâce à une pince, une simple pince que vous pouvez voir qu'utilisent les maçons ou les entreprises quand elles posent par exemple des bordures de trottoir. Donc, c'est des pinces comme ça, hop, comme des pinces à sucre. Hein, en fait, vous prenez vos blocs comme des pinces à sucre. Donc, vous voyez la construction en cours ici. Vous voyez bien le stock des pierres, les grues qui permettent de monter, et donc l'édifice qui se monte comme ça, simplement par empilement. Donc là, il y a très peu d'eau qui est utilisée. Il y a un élément qui est intéressant aussi, donc voilà l'immeuble donc quasiment terminé ici. C'est intéressant, c'est de poser la question du sismique, parce qu'on a travaillé donc avec un professeur, Monsieur Lestozzi, donc de l'EPFL, qui enseigne donc les problèmes de sismique donc, à cette école et qui est un spécialiste. Et donc, je n'ai peut-être pas dit suffisamment, mais tout à l'heure, quand j'ai montré les trois couronnes emboîtées, les unes dans les autres, entièrement en pierre, ça permet de définir des dimensions de plancher, encore une fois, relativement faibles. Et l'idée était au départ de les construire en bois. Donc tout le projet a été étudié effectivement en pierre et en bois. On a été empêché d'aboutir parce que le plan de charge du quartier nous imposait des hauteurs limites extrêmement strictes. Et en mettant des planchers bois qui sont plus épais que des planchers en béton, on avait donc à chaque fois, on perdait une hauteur, si je puis dire, et cette hauteur finissait par nous faire dépasser le plafond autorisé. Et chacun sait qu'en Suisse,
on ne dépasse pas les choses réglementaires, donc on n'a pas pu faire en bois. Et quand on a présenté le projet à M. Lestuzzi, on lui a expliqué qu'on faisait ça avec des pierres empilées les unes sur les autres et avec des planchers bois, il nous a répondu la chose suivante: c'est parfait. C'est exactement ce qu'il faut faire dans le cadre du sismique. Vous avez fait un bâtiment qui a une certaine souplesse, et la souplesse permet effectivement d'encaisser les efforts telluriques. Alors, bien sûr, on ne va pas détailler tout ça parce que ça serait un peu long. Et voilà. Donc là, vous avez la distribution intérieure où là aussi, encore une fois, j'aime me soumettre, j'allais dire, c'est de l'acier inox, mais c'est de l'acier inox massif. Je déteste les produits creux, les tubes, les trucs machin comme ça, parce que je trouve qu'ils n'expriment pas la dimension de matérialité. Donc, c'est pour ça que je fais de la pierre massive, entre autres, et que j'aime aussi, enfin, à un moment donné, j'avais souhaité qu'on ne mesure plus les bâtiments en mètres carrés, ni même en mètres cubes, mais en poids, en tonnes. Et que c'était finalement peut-être la mesure la plus intéressante pour définir un bâtiment. Voilà l'espace intérieur des logements. Comme vous le voyez, la pierre est très présente, puisqu'elle constitue donc une grande partie des parois intérieures. Il n'y a pas que de la pierre, bien sûr. Et ces grandes terrasses qui donnent sur les angles et qui permettent au logement de trouver une ouverture sur l'espace extérieur, sur la vue, sur l'environnement qui, dans ce cadre-là, est relativement préservé et relativement boisé. Alors, bien sûr, on ne fait pas ça, c'est un projet, mais on en dessine d'autres actuellement, on en a plusieurs. Enfin voilà, oui, pardon, je n'avais pas tout à fait terminé. Là, on voit des façades vues d'un peu plus près. Donc, on voit les détails constructifs, les corniches qu'on utilise pour empêcher l'eau de ruisseler sur les façades. Donc, des corniches tout à fait, j'allais dire, classiques, entre guillemets, donc qui nous permettent de faire des architectures dont on ne sait peut-être plus à un moment donné si elles étaient déjà là depuis longtemps ou si elles datent d'hier. Donc, c'est pour nous une chose importante, c'est d'échapper en quelque sorte à la frénésie de la mode, à la frénésie de la consommation, et donc de penser que ce qu'on fait, ben, dans le fond, ça aurait pu être fait il y a très longtemps. Et comme disait Louis Kahn, ce qui a été a toujours été là, ce qui sera a toujours été là, et ce qui est a toujours été là, et ce qui sera a toujours été là. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de permanence, d'indépendance au temps, et certainement à la frénésie du temps. Donc là, je vais vous montrer deux, trois images simplement d'un projet on a plusieurs projets actuellement assez importants, donc en pierre massive. Donc ça, c'est une opération sur Lyon, donc un îlot assez important, donc en pierre, de plusieurs centaines de logements. Donc la façade sur rue, parce que c'est une façade principalement, enfin ici l'immeuble qu'on fait, c'est celui-là, puisqu'on a d'autres confrères avec qui on est associés, qui travaillent avec nous. Et on a une façade nord qui est très très minérale, et une façade intérieure, au contraire, qui elle est très végétalisée, puisque c'est sur ce côté-là que se trouvent toutes les terrasses des habitations, terrasses qui sont desservies par des grandes coursives qui fonctionnent en quelque sorte comme une sorte de ruelle, c'est-à-dire on rentre chez soi, on monte des escaliers, on arrive sur des ruelles qui distribuent donc horizontalement les maisons. J'ai dit les maisons, vous voyez, donc c'est intéressant. Donc ces maisons, effectivement, ont des terrasses extérieures et qui peuvent laisser la possibilité aux habitants aussi de faire des collectifs. Voilà. Donc ça, on a un autre projet aussi, je n'ai pas d'image là, d'un projet qui est à Ferney-Voltaire, donc à côté aussi là de Genève.
donc qui est aussi une opération de 2 bâtiments, un petit peu différent de ceux qu'on a fait à Plan-les-Ouates, mais d'une centaine de logements aussi. Et puis une autre opération au nord de Paris, à Soissons, qui sont aussi 70 logements en pierre massive. Donc vous voyez, l'idée de la pierre massive, d'utiliser ces matériaux naturels, prend de plus en plus de l'intérêt. Mais je voudrais vous parler aussi, si on a encore un petit peu le temps, je ne sais pas à quelle heure il est, si c'est bon, d'un projet que je fais, donc, que j'ai fait, enfin, qui est en cours plutôt exactement, donc qui est au Sénégal. Donc, l'occasion m'a été donnée d'aller au Sénégal, d'y découvrir un pays assez fascinant, extraordinaire, et un lieu ici en particulier qui est c'est un delta, un immense delta de 2 fleuves qui vont vers l'océan. Hein. L'océan est là-bas tout à fait au bout, là-bas de la ligne. Et ces grands fleuves, en fait, sont en réalité, c'est un estuaire, donc on a ici, on a des mouvements de la marée. Donc la marée monte et descend tous les jours, ou 2 fois par jour même. Et donc, j'ai construit une maison ici, sur les bords de ce bolon. Alors, on appelle ça un bolon, effectivement. Hein. Donc, voilà. Et on est très proche, comme ici, de la maison natale du président, du poète président, du premier président du Sénégal, qui était le poète Léopold Sédar Senghor. Donc, pour vous situer un petit peu, donc c'est un climat sec, aride, avec donc beaucoup de saisons, une saison des pluies, donc qui est la saison qui correspond, disons, à l'été chez nous, donc c'est la saison des pluies, et puis une saison sèche qui correspond donc à notre saison, disons, d'hiver-printemps. Voilà, donc, alors ici, eh bien, j'ai décidé pour cette opération d'aller encore plus loin que ce que j'avais pu faire sur les projets en Europe. C'est ici de construire pratiquement uniquement avec les matériaux, avec des matériaux naturels. Donc, et bien sûr des matériaux naturels de ressources locales. Donc, j'ai commencé à construire j'ai construit pour ce bâtiment, donc un bâtiment en terre, pierre, bois et paille. Donc, on voit ici les premiers murs, donc faits en pisé, donc ils sont de forme carrée, donc vous voyez que le carré ne me lâche pas. Ils sont de forme carrée et j'ai adopté une solution de construction à base de coffrage, d'un coffrage particulier qui m'évite d'avoir des trous dans les murs, donc ce qui explique pourquoi j'ai ces éléments de murs qui sont donc des éléments donc en pisé, pardon, des éléments de murs qui sont carrés et qui sont donc petit souci ici. Un petit souci technique. C'est bon, c'est passé. Voilà, donc, et comme je l'explique souvent et qu'on le voit sur cette photo, je n'ai jamais hésité, comme je l'ai fait pour ma cave qu'on a vue tout à l'heure, donc quand je construis des pierres debout ou couchées, je n'ai jamais hésité à mettre moi-même la main à la pâte, de sorte à bien maîtriser, à bien comprendre quelle était cette contrainte du matériau et comment je pouvais effectivement donc, alors cette maison, elle est assez simple. On voit un petit schéma là ici. On voit il y a un socle qui est construit donc en pierre. Au-dessus, on a des murs en pisé ici, donc ces petits blocs de murs là, qui font la structure d'édifice. Au-dessus, on a des voûtes en briques de terre. Et puis au-dessus, on a un plancher bois, une structure donc fait avec des bois de récupération
donc des poteaux électriques tout simplement, et la toiture est en paille, exactement, ça s'appelle du FIFA là-bas, puisque c'est un roseau qui pousse dans le fleuve Sénégal. Donc cette maison, donc on revoit ici donc, les murs sous un autre angle. Donc vous voyez des éléments de murs qui vont constituer la structure de l'habitation. Les voûtes, une fois posées, avec des voûtes qui sont extrêmement faibles, puisqu'elles font 5 cm d'épaisseur seulement, donc qui repose donc sur les. Alors le seul élément qui est en béton qu'on devine ici, c'est effectivement ces chaînages. On aurait pu les faire en bois. Bon, ici, il y avait quelques limites sur des possibilités. Alors, il faut comprendre que j'ai fait tout ça, les murs en pisé, les briques de terre, avec le pisé, je l'ai fait avec les jeunes du village d'à côté, donc qui étaient absolument ravis de venir taper sur la terre pour la compacter et faire voilà, ces murs. On utilise aussi des briques de terre comprimées, stabilisées, comprimées. On voit le mur de clôture aussi. Donc, à chaque fois, j'ai essayé d'utiliser un concept de forme pour stabiliser mes édifices. Donc, si ces poteaux-là sont triangulaires ou si le mur ici fait des redans, c'est simplement pour qu'ils soient autostables. Donc, de ne pas avoir à utiliser de renfort en acier ou en béton. Voilà, donc avec la charpente en montage, donc vous voyez, c'est des poteaux récupérés des poteaux électriques. On en devine un d'ailleurs là-bas derrière. Peut-être qu'il est déjà remplacé, non, pas sûr. Parce que le Sénégal ne veut plus utiliser ces poteaux en bois parce qu'il préfère les remplacer par des poteaux en béton. Bon, voilà, c'est un choix donc, malheureux, mais il est fait. Donc, charpente bois, ici des bambous qui forment la structure qui va supporter, comme on le voit ici, la paille, le tifa, donc qui est attaché aux éléments de bambou. Donc, vous voyez la charpente, et comme on a pu le voir dans la vue précédente, vous n'avez strictement aucun engin de levage, ni même, j'allais dire, d'éléments compliqués, puisque tout a été fait, tout l'ensemble des pièces ont été taillées sur place à la tronçonneuse. Donc, c'est une architecture, vous voyez, d'une extrême simplicité, et on le voit là d'ailleurs avec la toiture en tifa, donc une toiture épaisse et qui permet d'avoir une très très bonne protection à la chaleur, l'ensoleillement et bien sûr à la pluie. Donc voilà la maison qui n'est pas tout à fait terminée en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais elle a été arrêtée à cause du Covid, donc je n'ai pas pu aller au Sénégal pour continuer cette opération. Mais pendant le même temps, j'ai construit aussi à Saint-Louis, donc au nord du Sénégal. Donc la ville de Saint-Louis est sur les bords du fleuve Sénégal et c'est une villa pour artistes. Le gouvernement français a décidé donc de construire dans l'enceinte du Centre culturel français de Saint-Louis une villa pour accueillir les artistes, une sorte de villa Médicis en quelque sorte d'Afrique. Et le concept pour cette maison, c'est tout en briques de terre. En fait, il y avait une maison qui existait, mais qui était totalement sans intérêt. Et on a gardé la carcasse, mais on a entièrement recouvert la maison de briques de terre, donc briques de terre comprimées, et de la doubler encore par l'extérieur par une galerie qui fait tout le tour, qui serait support de végétation. Et bien sûr, là-bas, les bougainvilliers poussent à toute vitesse en saison. Après la saison des pluies et saison sèche, les bougainvilliers envahissent totalement. Donc, et l'idée, c'est de protéger en quelque sorte, d'obtenir une excellente inertie thermique et en même temps une protection par le couvert végétal de la maison, augmentée également
d'extensions entièrement en bois, comme des moucharabiés, qui viennent aussi permettre la ventilation des pièces et d'avoir donc une protection aussi solaire. On voit l'axonométrie, pardon, on voit l'axonométrie de la maison, donc la maison existante qu'on a complètement redéfinie à l'intérieur, la colonnade donc, qui fait tout le tour ici, les éléments en extension, donc en structure bois qu'on voit ici, qui prolongent donc les chambres existantes. Il y a 3 chambres pour accueillir les artistes. Et donc cette maison, donc enfin on revoit le plan ici, bon tout simplement, on voit, voilà. Et cette maison a été entièrement donc construite en briques de terre, donc qui ont été préfabriquées sur place. Donc ces briques de terre donc sont montées tout simplement avec, on a quelques structures métalliques ici qui supportent le toit et les pergolas. Et donc le doublage qui a été, l'ensemble a été peint en blanc à la demande de la municipalité de Saint-Louis, qui est une ville ancienne, très belle ville, caractère bien sûr, comme on dit, je mets ça entre guillemets, colonial, donc entièrement blanche, et vous voyez que le blanc fait ressortir cette matière qui bien sûr se met à accrocher la lumière, et donc cette matérialité donne beaucoup de sens à cette maison. Donc vous voyez, ça c'est des photos qui ne sont pas très récentes, mais qui permettent d'apprécier déjà la couverture végétale qui est en cours, avec donc toujours ces moucharabiés ici, ces zones, donc voilà. L'accompagnement, bien sûr, par des bassins qui permettent d'augmenter la fraîcheur, enfin, donc la climatisation naturelle, parce que, comme vous l'avez compris, je suis un ardent opposant à la climatisation, qui est un désastre dans ces pays comme le Sénégal, où la moitié de la consommation d'énergie passe dans des climatisations sur des opérations qui sont faites sans modernes, je mettrais ça entre guillemets, qui sont faites sans prendre en compte les caractéristiques climatiques. Donc voilà quelques images où on voit bien la végétation qui commence à envahir et l'idée de toujours créer des ombres, maximum d'ombres autour de l'espace d'habitation pour lui donner un grand confort thermique. Voilà la maison pour artiste le soir. Là, les éléments qui donnent du côté de la rue. Donc, la maison est implantée dans un grand jardin avec de magnifiques cocotiers. Là, on peut apprécier, disons, cet espace-là qui est réservé donc un espace où on peut travailler, discuter et profiter effectivement de l'air frais. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer par un tout petit projet, mais qui me tient à cœur. C'est en cours de construction, ça, donc vous verrez quelques images, mais vraiment c'est un jardin que j'ai appelé le jardin d'Ève, qui est situé dans la carrière de Fontvieille. Et donc, la première, bien sûr, des raisons de l'intérêt que j'ai pour ce projet, c'est qu'il est dans la carrière de Fontvieille, une carrière qui est au sud de la France, et c'est la carrière, on voit l'immense trou qu'il y a dans le sol. C'est là que Fernand Pouillon, donc architecte français, a construit dans les années 1960 de très grosses opérations, donc une partie à Alger, donc, et également une autre partie importante aussi sur Paris. Et toutes ces pierres viennent de cette carrière. Et bien sûr, donc pour moi, il y a un vrai attachement à cet endroit dans lequel
cet architecte a puisé pour construire des bâtiments qui sont encore aujourd'hui en excellent état et qui démontrent la capacité, les qualités de la pierre. Alors, c'est un bâtiment qui est fait par la carrière, mais plus comme une sorte de bâtiment, on va dire, provisoire, démontable en quelque sorte, mais qui illustre les capacités et l'intérêt d'utiliser la pierre. Et cette capacité, j'ai voulu... Alors, c'est également un jardin. Alors, c'est un jardin, en fait, qui est comme une sorte de carrière, une sorte de métaphore de la carrière. C'est quand on taille une carrière, on taille des blocs avec des machines dans les deux sens, comme ça fait une espèce de carroyage, et on enlève ensuite les morceaux de pierre. Donc parfois il existe une sorte de différence comme ça de pierre, et l'idée ici c'est d'en faire des lieux de réunion, de rencontres, avec de l'eau, bien sûr, l'eau qui passe dans la pierre. Et dans une carrière, il y a toujours beaucoup d'eau. Et donc cet espace-là est un jardin. Je l'ai appelé un jardin d'Ève, parce que bien sûr, Ève, c'est la mère de tous les enfants. Et comme vous le voyez, je ne suis pas très religieux, j'accorde plus d'importance à la réalité des choses plutôt qu'au fantasme. Donc pour moi, c'est l'essence de l'humanité qui m'importe plus que les fantasmes qu'on peut écrire sur cette histoire. Donc c'est encore une fois la soumission au réel, la soumission à ce que je vois et ce que je peux toucher ou caresser qui m'est le plus important. Mais c'était aussi pour cette carrière donc l'idée que j'allais réexplorer encore de manière un petit peu différente les capacités d'une architecture, on va dire, élémentaire, donc d'éléments basiques qui vont me permettre, par leur assemblage, de générer des lieux. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est une maquette. Hein, donc vous allez voir aussi que le travail d'un architecte, c'est aussi amusant. Hein, on joue avec des cubes comme ça et c'est vraiment plaisant. Donc vous voyez comment j'élabore mes projets. Hein, c'est assez simple. Tout ça permet de faire des murs qui deviennent des sortes de véritables sculptures, comme une sorte de boîte de lumière. Et bien sûr, la construction actuellement est en cours, loin d'être, elle n'est pas terminée du tout, puisque tout le jardin intérieur, la toiture ne sont pas en place, mais ça permet de juger déjà d'un travail effectivement un petit peu singulier, un peu à l'écart des logements et autres que j'ai pu vous montrer, mais qui sont aussi une partie importante de notre travail. Donc vous voyez ce travail sur la matière, la lumière, bien sûr, les rythmes, les proportions, enfin tout ce que j'ai pu énoncer déjà auparavant. Donc voilà. Alors, il faut savoir qu'un jour, alors que j'exposais mes projets, c'était au cours d'une exposition qu'on avait fait de mes projets à Naples, il y a un jeune confrère qui est venu me voir et qui me dit « Vous m'avez sauvé la vie ». J'ai dit « Ah bon ?» J'étais un peu interloqué, je ne voyais pas comment j'avais pu sauver la vie de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Et il me dit « Oui, vous m'avez sauvé de la condamnation à n'être plus qu'un plasticien de la modernité. Parce que votre travail, qui est si sobre et lumineux, est pour moi incroyablement riche et vous m'avez ouvert en quelque sorte la voie d'une pensée nouvelle et différente et en quelque sorte me permettre de témoigner par le travail que je vais faire des valeurs de tempérance, de bonté, de respect des autres et de notre environnement. Et en quelque sorte, une mode éternité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et si vous voulez, on peut passer aux questions s'il en est.
Bonjour. Bonjour. J'avais une question concernant les bâtiments d'habitation que vous avez faits. On a vu donc tous les dessins et on n'a jamais croisé un détail de comment c'était isolé à l'intérieur pour les bâtiments ou si c'est isolé. J'imagine que ceux à Genève, oui. Ceux en France, je ne sais pas. Oui, oui, exact. C'est une bonne question. Bon, vous avez compris que je n'ai pas pu détailler tous les projets dans toute leur constitution, tous les détails que bien, on pourrait en discuter bien sûr très longuement. Il nous faudrait des heures d'ailleurs pour parler bien sûr de toutes les péripéties qui permettent d'arriver, d'aboutir à la réalisation d'un tel projet. Il y a effectivement des isolants sur les murs extérieurs. Donc, comme vous l'avez compris, la législation, qui d'ailleurs est guère différente en Suisse de la France, pensée un peu différemment souvent, mais bon, grosso modo, il y a aujourd'hui un consensus sur l'idée qu'il faut isoler absolument les bâtiments thermiquement. Et donc, les bâtiments ont une épaisseur d'isolant d'un peu plus de 20 cm sur Genève, sur plan Les Watts. Mais ce que nous, on essaye de faire pour combattre un peu cette idée qu'on estime discutable, hein, on peut en discuter longuement, c'est d'apporter un complément d'inertie thermique par le fait qu'on construit aussi les murs intérieurs en pierre. Donc, on a une forte inertie de la pierre qui permet d'éviter justement ce que font les bâtiments donc isolés par l'intérieur, hein, c'est-à-dire d'avoir une très faible inertie. Donc, voilà. Mais on est bien isolé, oui. Et en France aussi, hein, l'immeuble de logement qu'on a vu. Mais comme on a beaucoup de murs de refend intérieur en pierre, par exemple en France, à Lyon, on a effectivement des murs intérieurs en pierre massive qui sont visibles de l'intérieur. On l'a vu aussi sur Plan Les Watts, hein, vous avez des murs visibles à l'intérieur et qui donc fonctionnent comme des inerties thermiques pour la qualité du confort. Voilà. Merci. Vous avez une autre question? Personne. Alors moi, j'en pose une. Et puis après, je te libère, Gilles, et je te remercie beaucoup. J'aurais juste voulu que tu expliques brièvement ce qui s'est passé au moment de... Parce que dans ce cours, on parle beaucoup de ressources. Et Oui. ce qui s'est passé au moment de Plan Les Watts, quand vous avez essayé d'explorer les ressources de pierre en Suisse et pourquoi vous êtes tourné vers la France. Oui, alors en fait, je ne l'ai pas dit pendant mon exposé, mais c'est vrai que les pierres ont été prises en France parce qu'on s'est rendu compte, en fait, on a commencé à faire toute l'étude du bâtiment avec des ressources de la pierre suisse, notamment du gneiss qui venait du Tessin et de la molasse qui vient du plateau bernois. Donc, il doit être pas très loin, je pense, de Fribourg. Il doit y avoir des carrières de molasse. Pour les deux cas, pour le gneiss, il s'est trouvé que pour faire venir le gneiss jusqu'à Genève, on avait des distances à parcourir parce qu'on ne peut pas rouler dans toutes les routes et autoroutes suisses avec des charges importantes, puisque à cause des ponts, des nombreux ponts qui existent en Suisse, beaucoup sont sur des charges limitées, et voire même pour les routes aussi, puisque l'entretien des routes, comme vous devez bien le savoir, dans les Alpes, et c'est un problème qu'on connaît bien sûr aussi beaucoup en France, c'est que dans les Alpes, les gels et dégels affectent énormément les chaussées, donc on essaye de limiter les charges. Et donc, faire venir des pierres depuis le Tessin supposait qu'elles passent par l'Italie. Donc, on passait par l'Italie, on repassait en France et on remontait sur Genève. Donc, on s'est aperçu que les distances de transport étaient énormes, en plus des prix que pratiquent les carriers suisses, surtout dans le Tessin. Le gneiss sert à faire à peu près toutes les
les bordures de trottoirs de la Suisse. Hein. En tous les cas, il y en a beaucoup à Genève. Je ne me suis pas livré une enquête sur toutes les villes suisses, mais je crois que le gneiss est utilisé et donc il pratique des prix élevés. Ensuite, les pierres du plateau bernois, dont beaucoup d'édifices, notamment d'édifices historiques, sont faits, sont utilisés, en fait, ne permettaient pas, dans leur capacité de production, à faire une telle quantité de pierres donc pour l'opération de Plan les Watts. Il faut savoir que si on regarde un petit peu plus près, par exemple à Lausanne, beaucoup d'immeubles en pierre ont été construits avec des pierres qui viennent de France, de l'autre côté du lac Léman. Donc, les pierres traversaient le lac Léman pour venir sur Lausanne. Et donc, voilà. Et que si on regarde Genève, et bien sûr, on a commencé à se dire, tiens, mais à Genève, ils faisaient comment avant? Ils prenaient où la pierre? Et ben, on s'est rendu compte qu'elle venait effectivement pour une très majeure partie de la France. Et c'est normal parce que Genève a une ouverture, disons, géographique, on va dire, topographique sur la France. Donc, il est beaucoup plus facile de faire venir des pierres de France que de les prendre dans les Alpes suisses. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, merci beaucoup. Clair. Non, parce que comme on parle beaucoup de ressources, je voulais juste qu'ils comprennent que en fait, les ressources, ce n'est pas une frontière, mais c'est un territoire. Et que quand on étudie un territoire, sa topographie, pour comprendre un peu d'où ça vient. Je te remercie énormément. C'était passionnant, surtout que moi, je ne connaissais pas encore je n'avais pas vu de photos des derniers projets. Donc, peut-être que je te demanderai quelques détails à montrer aux étudiants dans le prochain cours où on va rentrer un peu dans les détails de la construction en pierre. Et donc, c'est enregistré, donc je t'enverrai le lien aussi de la conférence si tu veux le garder pour. Voilà, un grand merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.